30 previews en 30 jours. 30. Yes, sir. Une par jour. Oui, monsieur. Pendant 30 jours. Pendant un mois. Oh là là. On est gentiment, doucement mais sûrement, comme on dit. Là, ça y est, là, on commence à genre, ok, on est dans le gratin. On est dans le gratin, le fameux gratin de Tabarly. Grand marin, grand skipper, Et qui a donc géré des bateaux à voile pendant des années, hein, paix à son âme. Voilà, Eric Tabarly, voilier, Clippers. Ah merde, je croyais que c'était une agrafeuse, les Clippers. Vous pouvez aussi le traduire comme ça si vous voulez. Dans tous les cas, nous sommes bien du côté de Los Angeles avec les voiliers de Tabarly. Et nous sommes surtout sur les 30 prévus en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré devant sa télé préférée, sur sa chaîne préférée. On a déjà fait énormément de previews. Ce marathon est exceptionnel. On est sur les 10 derniers, c'est des franchises. Les playoffs, c'est tranquille. Après la suite, ça peut vite devenir border. C'est ça. Exactement. En fonction des garçons qui sont là ou ne sont pas là, le concept, il n'a absolument pas changé. Il y aura toujours les mêmes rubriques, Gérard Dor, pronostic, patati patata, question de la mort. Vous pouvui aller sur le site de Trash Talk, trashtalk.co, pour lire plein de choses sur Tyronn Lue et ses magnifiques systèmes. Vous avez aussi des petits jeux sur les réseaux sociaux. On a à peu près tout dit sur nos amis les Clippers. Alex, il y a un an, on avait fait une preview qui était particulièrement drôle, mais c'était normal. Une preview ? Ouais, en décembre dernier sur les 20 prévus en 22 jours. Ouais. Parce que, bon, là, on a un peu moins de foutage de gueule. Les gens aiment bien la preview des Clippers parce qu'ils se disent foutage de gueule, mais là, j'ai pas l'impression qu'on va être sur ce mode. On n'est pas en mode foutage de gueule, on va en parler, mais on est plutôt en mode genre, ok, ça rigole pas, il y a une nouvelle salle qui arrive et tout. La deuxième franchise de Los Angeles est bel et bien présente. C'est pas que le petit frère des Lakers, c'était même sacrément sérieux. Clippers. On va pouvoir parler de nos amis. S'ils étaient pas là quand même, hein. Faudrait vraiment les inventer, quoi. Ouais. Ça, c'est une bonne franchise. Qu'est-ce qu'ils vont encore de réussir à nous faire cette année, quoi? C'est toute la question. Montagne russe émotionnelle, c'est le plat principal pour les fans des Clippers. Et justement, on va devoir en parler et ne pas perdre de temps. Tu es prêt? Los Angeles, Lowrider, tout ce que vous voulez. Et donc, on va regarder tout de suite le coup d'œil dans le rétroviseur. Alors, on a une bonne régulière, hein. On l'a dit tout à fait. Intro, la saison dernière, frustration de la bulle. Mais alors, quand tu reviens, putain, la régulière des Clippers. Sérieuse. Oh. Sérieuse, bon, toujours avec du load management et tout. Oui. Avec même un petit peu de tanking contrôlé. C'est pas du tanking, hein, mais je veux dire de gestion du classement, hein, sur la fin de saison. C'est ça. Au calme. Le fameux match chez le Thunder avec Ivica Zubac. C'est bon, j'ai fait l'entre-deux, je peux sortir. Ouais. Ma série de matchs consécutifs est gardée. Les Mavs au premier tour, pourquoi pas, hein, tu vois. Voilà. On verra, tout à fait. Ça finit 4e avec 47 victoires. Tout à fait. Non. Si, non, tout à fait. J'allais faire le déroulé de cette belle régulière. Ouais. On a quand même l'élément principal de cette saison régulière des Clippers, selon moi. Après, il y a plein de joueurs, mais ce n'est pas un joueur, c'est le retour de Tyronn Lue sur le banc en tant que head coach. Et après avoir vu ce qui s'était passé avec Doc Rivers, si ça se passe bien en régulière pour les Sixers, parce qu'on aura l'occasion de faire leur preview, ils étaient numéro 1 de l'Est, les Clippers sont assez contents de ce qui se passe avec Tyronn Lue. Et parce que, Alex, j'ai envie de commencer tout de suite, rendons à César ce qui lui appartient, la saison de Nicolas Batum. Je leur dis. GG Nico. GG. Putain. Rien à dire. On s'est foutu de la gueule de Nico avec son contrat toutes les années Hornets. Il tournait à 3 points par match, j'exagère peut-être un peu, vous irez voir les stats, mais ça tournait vraiment faiblement par rapport à ce qu'il est vraiment Nico, même dans son rôle et tout. Blabla. Et là, intégration impeccable. Ah, trop bien. Rôle parfaitement géré et assumé. Du coup, entre Tyronn Lue, Kawhi, Paul George, Marcus Morris, enfin tous ces gars-là, tu sens que le rôle de Nico Batum et ce qu'il pouvait apporter au collectif a tout de suite été compris. Et on a tout de suite retrouvé du Batman, quoi. Ça fait plaisir. Du Batman vétéran qui débarque, le vestiaire du coup, ça se passe. Beaucoup d'insiders de Los Angeles côté Clippers disent en termes de pur most valuable player, c'est-à-dire joueur qui est capable de cocher toutes les cases d'une équipe compétitive, et ben il répond donc hop, Terrence Mann, tu viens sous mon aile, je vais t'apprendre comment ça se passe pour faire une longue carrière en NBA. Hop, il faut être titulaire,
très bien, je vais l'être. Il faut être remplaçant, il n'y a pas de problème. Défendre sur des gros garçons, mettre mes 3 dans le corner et taper un ou deux tomards. La résurrection de Nico sur un rôle qui lui convient mieux, c'était un des trucs les plus satisfaisants de la saison dernière. Exactement, bah pour nous Français, clairement. Après pour les Clippers au global, je pense que leur attaque, globalement, belle attaque. Hein. La saison dernière, l'attaque, les relais entre Paul George et Kawhi, c'est magnifique. On a du Reggie Jackson qui apporte beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses, Reggie Jackson. On en parlera dans le marché de l'été. Plein de résurrections. Et on en parlera dans le 5 majeur. Enfin bref, on va parler de Reggie Jackson forcément dans cette preview. Lui aussi dans le genre un peu résurrection, hein, tu viens de le dire, mais franchement, offensivement, il a apporté énormément de choses. FC Résurrection chez les Clippers, tu peux compter sur Tyronn Lue et sur un shot C. Billups aussi qui peut t'aider sur bien des aspects. Je crois que aussi Kenny Atkinson devait être dans le coin s'il n'était pas ailleurs. Donc tu avais un gros staff autour de Tyronn Lue et vraiment tu as eu des points d'interrogation qui sont devenus de belles sensations, c'est-à-dire qu'en effet tu parlais de Reggie Jackson, putain trop bien au niveau de son apport, Terrence Mann avant d'arriver en playoff commence à montrer des petites choses, et il y avait eu un tabassage médiatique logique par rapport aux performances de Paul George. Il nous fait une saison régulière, Paul George. De très beau niveau, puis alors bonjour les playoffs. Oh là là. Donc effectivement, on arrive en play-off, on est 4e de l'Ouest, avec une très belle attaque et une défense sérieuse, peut-être un peu moins régulière, mais genre au final, elle est dans le top 10 des défenses en termes de defensive rating, donc c'est quand même sérieux. Et on arrive en play-off face aux Mavs de Luka et de Kristaps et de Josh Richardson au premier tour. Ça perd les 2 premiers matchs à domicile. Là, on se fait... Avec Bastien, on était là, genre bon, bah, on reprépare une vidéo rigolote sur la sortie de route des Clippers. Non, mais t'es d'accord ou pas? C'est quoi ce bordel? Tyronn Lue, bah voilà, Tyronn Lue, Doc Rivers, voilà. J'avais dit que Rick Carlisle allait défoncer, voilà. Etc. Et non. En fait, non. On voit des modifications qui sont faites en cours de série. Ivica, tu sors, tu changes de sport. Tu peux pas jouer. Tu changes de métier. Ouais. Small ball. On va le pivot, c'est Nico Batum ou Marcus Morris. On va un peu mieux intégrer certains garçons et montrer aux Mavs qu'en fait, une fois qu'on s'ajuste, vous n'êtes pas assez profond. Vous n'avez pas le même talent. Ouais. On peut compter sur Paul George et Kawhi qui vont être complètement dingos sur les ailes. Attention. Le duo là fait trop mal, surtout sur ce fameux Game 6. Reggie Jackson, déjà. Bien sûr. Cette série, il est bon. Le fameux Game 6 qui est celui de tous les instants. En fait, de la pression est maximale parce que les Clippers attendent de pouvoir passer les Mavs, sont menés 3-2, vont à Dallas, on a trop peur. Kawhi sort une masterclass. T'es mené 2-0, t'as perdu 2 fois chez toi, tu gagnes 2 fois à Dallas, on se fait c'est bon, ça y est, ils ont repris le contrôle de la série. Et là, tu perds le Game 5 à la maison, avec Dallas. Les statistiques qu'on connaît de genre 75% du temps, à 2-2, l'équipe qui gagne le Game 5, elle va faire la série. C'est ça. Ah, quand même. Donc, tu t'en sors parce que tu remportes ce Game 6, tu retournes à la maison, et le Game 7, on l'avait commenté avec Simon, tu vois littéralement les Mavs au bout du rouleau et donc tu les termines. Bon travail de la part des Clippers qui sortent du piège Mavericks sur la pointe des pieds. Demi-finale. Jazz. Utah. Et alors, t'as pas l'avantage du terrain. T'as pas l'avantage du terrain. Tu te dis, bon, comment est-ce qu'on va faire? Parce que Utah, on peut en discuter, mais ils peuvent être favoris. Ça joue mieux collectivement, ils ont plus d'armes, ils n'ont pas le niveau de talent d'un Luka Doncic. Tout à fait. Par contre, collectivement, ils ont plus d'armes. On était plus inquiets. Mais par contre, on voit assez rapidement, c'est qui Terrence Mann en fait? Parce que la série de Terrence Mann, mais comment ça, il y a du poster sur Gobert, des matchs à 25-30 points, mais des 3 points qui rentrent et tout. Des 3 points qui rentrent dans les corners. Et pareil, des tests. Je me souviens de la preview de cette série, on se disait comment est-ce qu'ils vont faire jouer pour faire sortir Rudy Gobert de la série? Comment est-ce qu'ils vont faire pour essayer justement de l'exposer? Qu'est-ce qui se passe pour Rudy et pour d'autres joueurs du Jazz dont on parlera dans leur preview? C'est trop compliqué. Et les Clippers perdent pourtant Monsieur Kawhi Leonard en plein milieu, quoi. Du Game 4. Et donc t'es à 2-2. T'es à 2-2, hein, je crois. Non. Un truc comme ça. Ouais. Attends. Déroulement. Attends. Vas-y, je t'en prie, mais en tout cas. Vite fait là pour être sûr de pas dire trop de conneries. Non, mais en tout cas, Kawhi, oui, tu le perds parce que tu vas aller après à Utah pour prendre le 5 et finir en 6 à la maison. T'es mené 2-0, tu reviens à 2-2. Ok, chez toi. Et après, t'as pas Kawhi, et sans Kawhi, mais alors avec un Paul George. Paul George. Le Game 5. La série de Paul George quand tu veux. Ouais, mais le Game 5, où là on apprend que Kawhi pourra pas jouer, qu'il a quelque chose au genou. Alors au niveau communication, c'est très nébuleux, on sait pas trop vraiment, tu sais, on sait pas si c'est grave, pas grave, combien de temps l'absence à la Kawhi, quoi. Donc entre les Clippers, Kawhi, tout c'est le bordel. Paul George, il arrive au Game 5 à Utah. Petite ambiance.
je sais plus, il a mis quoi, 40 points? Non, peut-être pas 40, 38. Ouais, il a pris des rebonds, il n'a plus quoi savoir en faire. Défense, il s'est battu comme un chien. Leadership, c'est clair là. En fait, c'est comme si les fans des Clippers avaient pris une sauce monumentale depuis des années, à force de punchline, d'attente, déception, attente, déception. Et là, les dieux de la planète basket ont décidé qu'en fait les fans des Clippers allaient se régaler sur ces playoffs 2021. Donc, Paul George met une franchise sur ses épaules et permet aux Clippers, avec le Terrence Mann Game, le fameux Game 6, où tu retrouves ton public, ça explose totalement. Reggie Jackson, lunettes de ski, bandeau Décathlon, t'as l'impression que le mec, en fait, c'est Martin Fourcade. Terrence Mann, c'est son game, là j'ai regardé les stats, c'est son Game 6. Ouais, c'est le Game 6, je disais. Le Reggie Jackson qu'on voit sur le terrain, là, en playoff, tu te dis, mais c'est qui ce mec? On dirait qu'il fait du biathlon, quoi, c'est pas normal. Et résurrection. Du coup, en fait, les fans des Clippers sont... J'en ai vu plein qui étaient évidemment complètement chamboulés par ce qui se passait, parce que c'est comme si tu étais habitué à ce que quelque chose se passe mal, et là tout se passe bien et encore mieux que ce qu'il y a devant. La pire des nouvelles, c'est-à-dire Kawhi est blessé, il peut pas jouer, mais... tu dois retourner à Utah, et en fait c'est à partir de là que commencent des choses quand même assez incroyables et qu'on ne connaissait pas aux Clippers, c'est-à-dire une grande force mentale, un groupe qui se resserre autour de son leader du coup unique, Paul George, des role-players qui sortent de, comme tu dis, tu vois, qui sortent de leur trou. Enfin, je veux dire, Terrence Mann, c'est pas qu'il était dans un trou, mais enfin, si t'avais dit en début de saison, genre, vous inquiétez pas, Terrence Mann, il va faire le Jazz au Game 6, on aurait fait, doucement, Jean-Pierre. Tu vois, voilà, t'es d'accord, Alors qu'en fait, l'autre, il arrive, il salit ça, il prend 20 tirs, enfin... C'est le Game 6, il est quand même spécial. Le Game 6, c'est vraiment cette espèce de moment où il y a un avant et après dans la vie de ce joueur, donc tu bats le Jazz numéro 1 de la NBA, meilleur bilan de la conférence Ouest, tu les bats à domicile. Les fans des Clippers et les joueurs sont juste au sol, parce qu'ils se rendent compte de l'exploit qu'ils viennent de faire alors que tu viens de perdre Kawhi. Tu affrontes les Suns en finale de conférence. Bon. Sans Kawhi, du début à la fin de la série, ça, c'est quand même, tu vois, genre là, la marche était trop haute. Les Suns, eux, étaient au complet. Enfin, je veux dire, ok, Chris Paul, il avait eu le Covid, tout ça, mais enfin, il était là, il a joué. Bon, peut-être pas très bien sur certains matchs, tout, mais enfin, les Suns étaient au complet. Les Clippers, il leur manquait Kawhi. Donc, à un moment donné. Non, mais il leur manquait Kawhi. Bien sûr. Il leur manquait pas Patrick Beverley, tu vois. Tout à fait. C'est chaud. Donc, la marche était trop haute. Les Suns sont assurés dans la lignée de leur playoff. Mais les Clippers, pour une fois, sortent des playoffs avec des questionnements, avec des frustrations, avec des ascenseurs émotionnels absolument incroyables, mais par contre ils sortent la tête haute. C'est ça, c'est que tu es enfin allé en finale de conf. Alors tu te fais certes sortir par justement Chris Paul, parce que le Game 6, il a quelque chose d'un peu frustrant. Souvenez-vous, il y a Patrick Beverley qui met un coup dans le dos de Chris Paul. Tu te dis merde, c'est ça la dernière image qu'on va avoir de Patrick Beverley? Spoiler, oui. Et Chris Paul, ancien de la maison, qui vient te finir pour aller en finale NBA. La célébration des Suns sur le parquet des Clippers, elle fait un peu mal, mais quelque part, la standing ovation qui a été réservée aux joueurs des Clippers par leur public, c'était assez inoubliable dans le coup d'œil dans le rétro, parce que les Clippers en finale de conf, alors que Kawhi vient de se blesser, c'est dingue. C'est aussi comme ça que tu deviens une franchise avec une âme. C'est ça. Parce qu'il y a des grands trucs qui se passent, et pas que des trucs dans la gagne, mais des trucs qui se passent où tu te dis ok, il s'est passé un truc avec ce groupe. C'est ça, et non pas sponsor par la FFL, comme on dit dans le jargon. Voilà, c'est ça, exactement. Tu évites le tweet de la FFL. C'est ça, qui sont abonnés aux Clippers, bien évidemment. Pour terminer, juste ce coup d'œil dans le rétro, quelques petites mentions. L'intégration au début d'Ibaka, intéressante. Trop compliqué comme saison, des soucis au dos qui sont hyper tendus. On va suivre le dossier Ibaka parce qu'ils n'ont pas pu compter sur lui en fait. Non, ils n'ont pas pu et ça leur a fait beaucoup de mal. C'est ça. En termes d'emblème, quand même, Lou Williams qui a été transféré en cours de saison pour aller régaler les Piu Piu d'Atlanta, où tu as récupéré Rajon Rondo. Et sinon, dans les petits tests, on avait vu aussi Demarcus Cousins qui a eu quelques minutes face aux Suns, notamment. Il a eu quelques minutes de temps de jeu pour essayer de faire lui aussi sa résurrection, mais c'était il a fait des trucs pas si mal, mais bon, c'était compliqué quand même. C'est ça. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau management pour les Clippers, tu avais quand même des certitudes sur ton groupe. C'est ça. C'est-à-dire que au niveau de l'été, on s'attendait à ce qu'il y ait des ajustements de fait de la part des Clippers, mais on s'attendait pas à un grand chambardement. On s'attendait à ce que le noyau reste le même avec d'éventuels ajouts, évidemment, mais on s'attendait quand même, pour une fois, on était là en mode, bah non. Le noyau, il est là, et faut le garder, faut le polir, et peut-être faire un ou deux petits ajouts un peu malins, changer quelques pièces, mais le noyau, il est là. On est bien d'accord autour de Tyronn Lue et de plein de joueurs qui disent, dis donc, ça change de Doc Rivers. On va pouvoir peut-être en parler. Ouais, on va en parler dans le marché.
Exactement, on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Big tableau. Le gros tableau avec, comme tu l'as dit Alex, et on va en parler tout de suite, le groupe il vit bien, on prolonge. Il y a eu les 24 heures de la prolongation. Kawhi, Reggie, Nico, ça reste. Ça reste à des tarifs que je trouve tous bien, propres et assez logiques. Oui. Même si évidemment... Après, j'ai vu quelques commentaires de gens dire « Ah, c'est risqué sur Kawhi ». Oui, d'accord, Ouais, peut-être que c'est risqué parce que mine de rien, c'est pas la première fois qu'il se fait une blessure et que ça le fait rater beaucoup de matchs. Oui, bah et qu'on sait que la gestion blessure dans le clan Kawhi, elle est jamais ouf. Oui, c'est vrai, mais c'est quoi l'histoire ? C'est risqué. T'allais pas prolonger Kawhi Leonard ? Bon, je crois que là, c'est torché, quoi. Enfin, il n'y a pas de discussion. Donc, point barre, fallait le prolonger, ils l'ont fait et c'est bien, ils ont raison. C'est très bien, il fallait pas. C'est risqué de traverser la route. Hein. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut que tu prennes des risques. Hein. Si, c'est quand même, que si t'es flippé par les risques, à ce moment-là, tu viens pas manager en NBA. Voilà, il faut donner des responsabilités à un joueur comme ça. On parle de Kawhi Leonard, tout à fait. Les Clippers s'évitent une situation Kawhi qui devient compliquée, qui est celle où il ne prolonge pas et où ça devient un sujet. Au lieu de ça, il est conservé dans la lignée de tous ces garçons qui évitent des grosses free agency et prennent le pognon là où ils peuvent être. La story Reggie Jackson est trop belle et il s'entend tellement bien avec Paul George que du coup il a été conservé. Les larmes, on s'en souvient de Reggie Jackson en sortie de playoff, étaient vraiment trop marquantes et donc ils ont dit le mec ça se passe trop bien, on n'en demande pas plus, on conserve. Et puis tant pas plus, il a fait des playoffs Reggie Jackson. Non bien sûr, mais je veux dire, on va pas le prolonger en espérant qu'il va repasser un cap. Mais par contre, tu peux te dire qu'en fait, t'as dans ton équipe, en fait, tu as un meneur qui peut mettre 15 points par match, distribuer le jeu et faire du mal offensivement, ce que Patrick Beverley n'est pas. Non, bien sûr. Voilà, bon, Patrick Beverley, d'ailleurs, comme vous avez pu le voir sur un gros tableau, il est dans une autre colonne. Juste avant de finir sur les prolongues, la prolongation de Nico Batum, pour le coup, archi logique. D'autant plus en la blessure de Kawhi Leonard, tu vois. Genre, là, pour le coup, Nico Batum, c'est pas Kawhi Leonard, mais alors qu'est-ce que t'es content de l'avoir à mettre quand Kawhi n'est pas là ? Tout à fait. Ou quand Kawhi est là, mais déjà quand il est pas là, sur ce poste-là, 3... 4, enfin les postes qu'occupe Kawhi, Non, c'est sûr. Là-dessus, il peut aider. On a Rajon Rondo qui a été prié de prendre son sac et d'aller faire juste 15 mètres pour aller dans le vestiaire des Lakers. Retourner au vestiaire des Lakers. Il aime bien les allers-retours après être passé par Atlanta. Et dans les arrivées... On a fait des petites arrivées, hein. Il y a eu 2-3 petits choix, notamment à la draft. Il y a un comeback. Alors, il y a un comeback, tout à fait. Monsieur Eric Bledsoe qui revient après avoir fait le bonheur, que dis-je, l'euphorie des fans des Suns, des Bucks et des Pélicans. Voilà, magnifique. Je n'ai pas envie d'être là, comme on dit dans le jargon. I don't wanna be here. Donc Eric Bledsoe débarque et on va voir ce qu'il va pouvoir apporter. On en parlera dans la prochaine section. À la draft, tu prends Keon Johnson, Freak Athletic, Tennessee. Il était avec Yves Ponce et compagnie. On va voir comment il se développe. Et BJ Boston. Qui a été vraiment dans le dur à Kentucky avec Calipari, mais qui reste un énorme talent offensif. Certains ont pu le voir sur la pré-saison. Juste, j'ai mis dans les arrivées Jason Preston, mais malheureusement, opération au pied, si je dis pas de bêtises, donc on ne pourra pas compter sur lui. Il arrive, mais il jouera pas, je pense. Il part, c'est ça. Et puis Justice Winslow. C'est bien. Un pari un peu aussi. Ouais. Genre, tu sais, relancer un mec qui vient de passer 1 ou 2 années, pas facile. Les Clippers, de toute façon, tiens, cette année, on va prendre Nico, Reggie Jackson et DeMarcus Cousins, puis l'année prochaine, on va prendre Bledsoe, Winslow et Neussège. Tu vois que dans 2 ans, ils vont te prendre Porzingis, Ben Simmons et... N'empêche que s'ils arrivent à en relancer un à chaque fois, c'est bien, en fait, c'est des bons coups. Hein. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que je pense que c'est littéralement le message qui circule dans les coulisses de l'NBA, c'est que, ok, on peut critiquer Tyronn Lue sur certains aspects, et on l'a fait plus d'une fois dans ses poufs, mais par contre, j'en faisais la transition là avec le marché de l'été, il y a plein de joueurs qui ont dit, putain, mais ça change la vie, quoi. Genre, on a Tyronn Lue, on a un bon staff, et donc on se sent respecté, responsabilisé, et backé. Tyronn Lue va prendre des balles dans le Kevlar en conférence de presse s'il faut défendre ses joueurs. Tout à fait. Donc ça donne envie à des gars de venir. Ça va, Doc Rivers, pour prendre les balles dans le Kevlar pour défendre tes joueurs ou... Ben Simmons, les balles dans le Kevlar. Tirez-lui dessus. Comment c'est ? Non, j'ai pas dit qu'on pouvait pas gagner un titre avec Ben Simmons. J'ai pas dit, j'ai dit que je savais pas. J'ai dit qu'on pouvait pas prendre un tir avec Ben Simmons. J'ai dit que je savais pas. J'ai dit que je savais pas, voilà. Point barre. Je sais pas. Hein, je sais pas. On y vient aux Sixers, on y vient. Doucement, on prend notre temps. Non, j'ai pas dit ça. On fait les cartons, on enlève les petites poussières. J'ai pas dit ça. On prend notre temps, on arrive. Sinon, j'ai un podcast aussi. Ah, on va se marrer sur la preview des Sixers. Un super podcast, hein. Franchement, je vous recommande.
du silence de 40 minutes. Le marché de l'été au global des Clippers, tu l'as dit, le ton c'était putain, un groupe qui vit bien, un groupe qui se conserve. Oui, ça se conserve. Tu et gardes. puis on anticipe un peu le fait qu'il y a de l'incertitude autour de Kawhi Leonard et de son retour. Et que donc du coup, pendant une période de plusieurs mois, c'est sûr encore, Tyronn Lue va devoir composer une rotation en se passant de son meilleur joueur. Eh oh, c'est quand même pas rien. Hein. C'est pas rien, hein. Genre, par exemple, il y a un match qui débute, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Bah voilà, faut mettre 5 joueurs. Mais lesquels? Grosse question. C'est une vraie question, ça. Bon, on va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, 5 majeurs, 5 joueurs. avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. À voir s'il y a un pivot. Nous sommes chez les Clippers. Il y a eu plein de modifications qui ont été faites en cours de saison et Tyronn Lue est capable de nous étonner plus d'une fois. Qui vont être les 5 titulaires des Clippers cette saison? Bien évidemment, à chaque fois qu'on fait une preview où un gros joueur n'est pas là, on doit commencer par là. Tu ne comptes pas sur Kawhi Leonard avant beaucoup de temps. Oui, avant au minimum le mois de mars, hein, je pense. J'ai l'impression mars, aussi. pas avant. C'est compliqué quand tu te blesses comme ça en juin de revenir avant avril. Puis, surtout, ce que tu n'as surtout pas envie, c'est qu'ils reviennent trop tôt, que ça force ou quoi. Ça, c'est C'est les ça. erreurs à ne pas faire. Et puis l'oncle de Kawhi, il dira genre non, on va attendre encore Oui. 1 an et puis ensuite on reviendra. Les verrous, il y en a par contre. Oui, il y en a. Il y en a, à mon sens, il y en a... combien il y en a? Tiens, c'est une bonne question, ça. Moi j'en ai 3. Ouais, moi j'en ai... Oui, au moins 3. Peut-être que j'en ai... Non, j'en ai 3. Est-ce qu'on J'en a ai 4. est-ce qu'on a Ouais, les... j'en ai 4 quand même. Oh. T'en Non, as 4 j'en ai pour le 4. 20 octobre. Majeur. Ouais, Ouais, c'est ça. pour le 20 octobre. Ah bah oui. Sinon, Kawhi Leonard, je pense qu'il est quand même assez verrou quand il est là, non? Ou... Tout à fait. Il y a des chances, quoi. Est-ce qu'on a les mêmes verrous? Ça va être intéressant. Monsieur Paul George, Ah oui, bah oui. Ah bah oui. Paul George, verrou. c'est un verrou. Ivica Zubac, c'est un starter, non? Oh, en saison régulière, c'est un starter. Normalement. Ouais, je pense que c'est un starter. Non. Quelque part le front de courte, parce que Marcus Morris, je pense qu'il va être... Voilà. La question, c'est est-ce que Nico est starter en l'absence de Kawhi Leonard, ou est-ce que justement tu te le gardes sur le banc avec des grosses minutes, hein, mais dans un rôle de 6e homme où il va apporter son côté polyvalent, couteau suisse dans la seconde unit qui est hyper intéressant. C'est ça. Il y a Nico qui est en interrogation. Il a montré qu'il pouvait avoir n'importe quel rôle, donc il allait se fitter. C'est ça, si tu super. as envie de le mettre titulaire, Parfait. ça marchera. Hein. Tu peux tout à fait par rapport à certains match-ups. J'ai le sentiment que Reggie Jackson est acté titu. Et du coup, en fait, c'est est-ce que Paul George joue 2 avec un Nico Batum à côté de lui et Marcus Morris, tu vois, en front de courte avec le pivot, ou est-ce que Terrence Mann, par exemple, est titulaire? Eh bien, c'est là que je débarque avec la séquence du coach. Bien évidemment, comme vous savez, vous pouvez aller retrouver plein de propos des coachs récemment. Je l'ai fait sur les autres previews précédentes que vous pouvez regarder. Qu'est-ce qu'il dit, Tyronn? Tyronn Lue parle du fait notamment que de ce qu'on voit d'Eric Bledsoe, c'est vraiment bien. De ce qu'on voit en termes de besoins et de vitesse de jeu que les Clippers ont envie d'avoir, il pourrait y avoir une traction Bledsoe, Reggie Jackson avec du Paul George, Marcus Morris, Ivica Zubac, et du coup tu gardes Terrence Mann et Nico en sortie de banc avec Luke Kennard. Tu peux avoir Bledsoe qui peut avoir des minutes de titulaire cette saison à confirmer. Ça m'a pas fait rêver là. Ah, vache. Ben oui, mais tu sais, je t'ai dit pareil pour Boston avec Al Horford et c'était... Ça m'a pas fait rêver là. Ok, bah écoute, s'il a envie, pourquoi pas. Moi je pense que aucun de ni Bledsoe ni Reggie Jackson. Alors, Reggie avec Paul George, ça marche donc ils sont titus. Toi, t'es pas Ouais. trop chaud? Si, quand même. Ouais. Non mais ni Bledsoe ni Reggie Jackson, j'ai pas fini ma phrase en fait. Oui, c'est ça. Je sais pas comment je voulais. Mais en gros, genre, c'est vraiment pas des. C'est vraiment les deux, c'est des 1 quoi. T'as pas le choix quoi. C'est même, je sais pas. Bledsoe il space pas. Non. Oui. Moi je pas fan. Et à ce moment-là, peut-être qu'en effet, le talent de Terrence Mann va être vraiment mis en avant en tant que titulaire des Clippers, c'est à voir. En fait, je pense que ça va être une discussion en cours là sur la fin du camp d'entraînement et sur la Bledsoe, saison. c'est vraiment le remplaçant de Reggie Jackson. Certainement. Pour moi. Certainement. Après, voilà, hein, on verra. Hein. Paul George. Ivica, on va voir. C'est-à-dire que littéralement, les discussions qu'il y a eu autour du 5 majeur, il y a beaucoup d'options quand même avec les Clippers, ça qui est pas mal. C'est que tu as vu ce qui s'est passé la saison dernière, notamment sur ces playoffs où Ivica, dans certaines match-ups, peut être utile,
machin est en ville, c'est cool. Mais alors sinon, il se fait giga exposer défensivement. Il y a un pick and roll, les gars, il y a Ivica sur le terrain, on y va. Danse avec les stars. Pas étonné si on a des 5 certains soirs avec Nico, Marcus, Polo, 6'8", 6'9", grand bras. Ouais, tous un peu des longs bras et tout, donc t'as pas vraiment de pivot là-dedans, mais par contre tu peux tout switcher. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, sur le backcourt, tu as des options comme, en effet, Bledsoe Jackson. Pour moi, c'est Reggie Jackson, Terrence Mann, la meilleure option du backcourt. J'entends. Mais oui, on verra ce qui est fait de Bledsoe. Luke Kennard, je pense quand même, est clairement réservé au banc. La traction Luke Kennard, Justice Winslow est à développer pour avoir des options en sortie de banc, tout à fait. Voilà, avec, pourquoi pas, on verra comment les rookies seront un peu intégrés, là, les Keon Johnson, les BJ Boston. Bon, James Preston, on en a parlé, malheureusement, il est blessé. Donc, on verra. Effectivement, tu as le pari Winslow aussi autour de tout ça, comment il sera utilisé, combien de minutes il va tenir. Ouais, c'est la paire Kennard-Winslow qui aimerait bien être lancé dans le second unit et puisse faire le travail en backup de certaines responsabilités. Voilà, à quel troisième joueur tu les associes sur les externes, en fait, c'est ça ma question, quoi. Terrence Mann. Est-ce que c'est Bledsoe? Est-ce que c'est Terrence Mann? Est-ce que c'est un rookie aussi de temps en temps? Tu peux avoir du rookie, tout à fait. Parce que Winslow, il peut jouer 2, 3, même 2, 3, 4. Si tu lui demandes poliment, il y va. Hein, bien sûr. Star forward. Ouais, c'est forward, ça. Tout à fait. La grosse interrogation, en fait, quelque part, elle est sur cette certitude au poste 5, véritablement 5, c'est-à-dire Zubac, pourquoi pas, peut rendre certains services. Ibaka, grosse interrogation sur le dos, je le répète, là, sur le camp d'entraînement, c'est trop compliqué. Enfin, vraiment, faudra surveiller le début de saison de Serge Ibaka parce que des soucis au dos, c'est chaud. C'est jamais très bon. Il n'est pas arrivé en NBA hier, il a quand même un peu de kilométrage, l'ami Sergio, donc il faut voir. S'il est là, merveilleux. Mais l'interrogation qu'il y a apparemment en ce moment, c'est de savoir si entre Harry Giles et Isaiah Hartenstein, il peut y avoir cette troisième option en tant que backup pivot. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'options de vrais grands quoi. Quand tu affrontes certains géants. Il y en a quand même. Hein. On dit oui, le poste de pivot c'est cela. N'empêche qu'il va falloir jouer Karl Anthony Towns, il va falloir jouer Jokic, Embiid, les Lakers avec Anthony Davis, les Suns avec DeAndre Ayton, Giannis. Enfin, t'en joues des grands. Hein. Donc c'est pour ça que certaines match-up, genre Dallas revient en ville, ils vont dire super, allez-y, éclatez-vous, on va lui remettre Marcus Morris et Paul George sur le dos. Donc on n'a pas besoin de jouer immense. Pourquoi pas? Mais comme tu l'as dit avec Ayton, comme tu l'as dit avec Joel, avec ces garçons-là, il faut de la barbaque. Tu comptes sur Ivica, mais je veux bien voir le temps de jeu d'Ivica par rapport à la tout à fait, je dis pas que c'est un mec qui joue 36 minutes par match. Hein. Je dis que par contre, il va souvent être starter. Ouais. Très souvent. À vérifier. Pas étonné qu'il fasse du moite-moite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce 5 majeur? Non, on voit bien, tout s'articule autour de Kawhi, parce qu'en fait, si tu rajoutes Kawhi dans toutes les rotations qu'on vient de donner, pop. C'est-à-dire que là, t'as plus de questions Terrence Mann ou Bledsoe, ils sont sur le banc tous les deux. Voilà, merci, au revoir. Et ils sortent du banc tous les deux. Et là, tu peux avoir un banc Bledsoe, Terrence Mann, Winslow, avec du Kennard, du Batum, enfin dis donc. Ah non mais de toute façon encore, ça va être une horreur de défendre les Clippers. Hein. Encore. C'est ça. Et encore. Même sans Kawhi. Ils vont être relous parce qu'il y a un bon mouvement de balle, parce qu'ils se font confiance et qu'il y a de la continuité. Et il y a de la qualité de shoot. Hein. Et de la qualité. Et en plus de la longueur de bras, donc défensivement, on pourrait s'attendre à quelques exploits aussi de la part de nos amis les Clippers. Mais donc, tu joues sans Kawhi, mais tu as quand même une bonne base avec des rotations sympathiques. On a dit qu'on arrivait dans les previews où, quand tu commences à avoir des blessés, tu as des options. Ouais. Les Clippers ont des options. Ils n'ont pas Kawhi pendant 6 mois. On est en train de faire des previews où c'est des équipes qui vont en playoff. Ouais, c'est quand même énorme. Ouais, c'est énorme. Du coup, ils ont quand même une grosse question à se poser. Quand même. Obligé. Genre, on va en parler tout de suite? Ouais. Dans la question de la mort. La question de la mort. The question of the death. Eh ouais. Pas de Kawhi. Aïe. Pas de Kawhi, aïe. Pas de Kawhi, aïe. Nous sommes à Los Angeles et on a une grosse question à devoir se poser. La question d'avant pour les Clippers cette saison, tu es prêt, Alex? Ouais, je suis prêt. Vas-y, quelle est-elle cette belle question? Comment est-ce qu'on peut éviter la saison blanche? C'est-à-dire une saison où il s'est pas passé grand-chose, t'as passé un petit tour et puis s'en vont, et tu sais pas trop comment aborder l'été suivant. Comment traverser au mieux cette saison sans Kawhi, quoi? Déjà, il y a la régulière. Après, si tu vas en play-off, faut voir dans quel état tu y arrives. Parce que
Bon, bah Paul George, de temps en temps, il se fait un petit pépin aussi physique. Ce serait dommage, tu vois, de trop forcer sur la machine. On sait que Reggie Jackson aussi, ça peut lui arriver, les petits pépins physiques. Enfin, n'importe quel autre joueur. Bledsoe est plutôt injury prone tout au long de sa carrière. Il nous l'a montré. Donc, du coup, en fait, comme t'as pas Kawhi et que t'as pas ton meilleur joueur, c'est le meilleur joueur. Kawhi des Clippers, même si Paul George évolue parfois à des niveaux absolument stratosphériques, le meilleur joueur, c'est quand même Kawhi Leonard. Après, Paul George, il a montré vraiment, attention, c'est vraiment une costard. Hein. C'est vraiment une costard. C'est pas juste un lieutenant, quoi. C'est pas juste un costard. Hein? Ouais. Tu vois? Ouais. Oui, très bon jeu de mots. Magnifique. Du coup, t'as des joueurs qui vont devoir step up. On a parlé de Reggie Jackson, qui a très très bien step up en fin de régulière et puis en playoff. Est-ce que Terrence Mann peut continuer dans la lignée de ce qu'il a proposé là, salut le Jazz et tout? Est-ce que Eric Bledsoe, les soirs où ça va pas, en fait, quand il y a Eric Bledsoe qui rentre en jeu, on fait ça fait du bien, ça a 12 points s'il passe, avec quelques bonnes interceptions et puis de la grosse défense sur, je sais pas moi, sur Lillard ou McCollum, bah tiens, on a fumé les Blazers comme ça, tu vois. Alors voilà, ce genre de choses. Globalement, lorsque vous pouvez revoir la preview notamment de nos amis les Nuggets, on est dans une situation, entre guillemets, où des questions quasi similaires se posent. C'est que tu as envie de jouer le titre, mais tu as un des membres les plus importants de ta franchise qui n'est pas là pendant plusieurs mois, ça fait extrêmement mal. Et donc, certains éléments qui ont été exposés sur la preview des Nuggets doivent être à nouveau exposés. Tu parlais de développement en interne. Ouais. On a dit Michael Porter Jr., Bol, Bones Island et compagnie. Tu espères que cette saison va pouvoir permettre un scénario, c'est qu'en l'absence de Kawhi, des responsabilités sont données dans les mains de garçons qui prennent cette opportunité et qui les assument. Donc, Terrence Mann versus le Jazz. Et soudainement, tu as un nouveau garçon qui s'élève de la masse. Qu'est-ce que ça va donner avec Keon Johnson ou BJ Boston? Qu'est-ce que ça va donner, comme tu l'as dit, avec tous ces garçons qu'on vient de citer? Il existe ce scénario-là dans lequel Tyronn Lue s'offre, comme on l'avait dit pour McMahon, une option très intéressante, et c'est, tiens, non seulement on sait bien jouer quand Kawhi est là, mais on sait aussi vachement bien jouer quand il n'est pas là. Oui. Donc quand tu travailles dans le playoff, ça peut vachement servir. Tout à fait. Il y a un travail à faire sur le groupe, il y a un travail collectif, il y a des joueurs qui doivent step up, et il y a une vraie problématique pour les Clippers, c'est, on le sait, on le répète là maintenant dans les previews et tout, c'est que, qu'ils le veuillent ou non, l'absence de Kawhi change évidemment énormément de choses. Déjà, les adversaires, ils peuvent défendre différemment Paul George. Deuxièmement, en fait, t'as comme un défenseur ultra élite qui est pas là sur la longueur de la saison. T'as un mec qui tourne à des pourcentages absolument stratosphériques. T'as un mec qui, en dormant, met 25 points avec 8 rebonds, avec 4 passes. Et il n'a pas du tout forcé. Non. Tu vois, un mec qui, depuis qu'il est au top, personne n'arrive à le défendre. Personne n'arrive à le défendre, et lui, il arrive très bien à défendre sur des gens. Enfin, tu vois, genre, non, mais vraiment c'est ultra relou. un des meilleurs two-way de la planète. Un des meilleurs joueurs de la NBA actuelle. Donc du coup, toute la problématique, c'est que l'année dernière, tu finis 4e de l'Est. De l'Ouest, pardon, donc tu as le premier tour avec l'avantage du terrain et tout machin. Le problème, c'est que là, dans cet Ouest qui, comme d'habitude, va être impitoyable, avec pas mal de grosses équipes, on a commencé à en parler et tout, la problématique, c'est que, attention à pas trop glisser en régulière, parce que si Paul George a une petite alerte à la cuisse, tu vas avoir envie de le reposer. Et puis, tu sais quoi, tant pis. Mais du coup, tu joues sans Paul George, tu joues sans Kawhi. Y a des équipes qui vont devoir arriver en ville. Il faut, on les fait, les Clippers, ce soir. On la prend, la win. Nous, on est les Hornets. Tu vois, je sais pas. On la prend, la win, en fait. Tu vois. Donc, du coup, ça, faut faire gaffe au classement auquel tu vas finir. Parce que l'un des meilleurs moyens de bien traverser de traverser le mieux possible toute cette période sans Kawhi, c'est quand même que quand Kawhi revient, soit t'es au mois de mars et il y a encore un petit mois de compète pour le chauffer avant les playoffs, ce qui serait quand même pas trop mal, soit t'es un peu plus tard et c'est un peu plus chaud, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il faut être le mieux classé possible pour être dans les meilleures conditions possibles et surtout éviter le côté il y avait pas Kawhi et puis du coup ça a moins bien attaqué, moins parfaitement bien attaqué que d'habitude, donc ils ont dû passer par le play-in et puis au premier tour de play-off ils se sont fait fumer. Je vois, et pourtant tu vois, c'est pas que je ne suis pas d'accord, mais c'est que j'ai l'impression que ça va assez bien aux Clippers et à leurs fans que cette saison les attentes soient rabaissées. C'est-à-dire que là, vu que tu sais que tu n'as pas Kawhi, tu peux te permettre de faire une saison où pendant 6 mois on va avoir une excuse.
et que Kawhi n'est pas là. Bien sûr. Donc tu peux développer tes joueurs et développer ton jeu. S'ils finissent dans du play-in, moi à la limite ça ne me dérange pas et je pense pas que les fans des Clippers seraient vraiment dérangés parce qu'ils savent la réalité, c'est que tu perds un des meilleurs joueurs. Un tour de playoff compliqué, quoi. Ça te promet un tour de playoff compliqué, mais ça te promet aussi un premier tour où si tu récupères en effet ce Kawhi qui est en forme, c'est pas cadeau pour l'adversaire. Alors là, tu es les Clippers qui ont fait 6 mois pour jouer ensemble et ils récupèrent Kawhi Leonard qui a le couteau entre les dents. C'est une horreur. T'as fait 2e de l'Ouest. T'es saoulé. Tu joues les Clippers au premier tour. T'es saoulé. On en a parlé avec certaines franchises. Bien sûr. Et je crois que par rapport à la question de la mort d'une saison blanche, je crois que ce scénario-là, c'est un des meilleurs qui existe pour les Clippers. C'est que pendant 6 mois, tu joues, tu développes le groupe. Ça se passe. Mais à la limite, t'es pas top 5, c'est comme ça. T'es pas top 6, c'est comme ça. Tu essaies déjà de t'assurer qu'il y ait du développement en interne et qu'il y ait une alchimie de groupe qui se présente. Travailler, ça progresse. Parce tu vois qu'en sur plus, quelles options tu peux compter, Bledsoe, pas Bledsoe. Bien sûr. Voilà, quoi. Parce qu'en plus, une des choses qui est cool avec Kawhi, j'ai le sentiment par rapport à d'autres superstars qui sont assis à sa table, c'est que Kawhi, tu le plugs dans ton effectif plus facilement que d'autres. Ce n'est pas un système à lui seul. Non. C'est qu'il peut arriver et dire... Enfin, si, de temps en temps, mais c'est plutôt bien, en fait. Mais c'est plutôt vachement bien. Mais je veux dire, il peut ne pas être là et c'est ok. Il peut rentrer et dire, je vais prendre 18 shoots ce soir et très bien défendre, et il va pas accaparer le ballon. Non, c'est vrai. Par rapport à d'autres superstars où on dit que, putain, les Bucks sans Giannis, c'est pas la même. Le mec, tu l'enlèves, tu le remets, c'est pas la même équipe, c'est pas le même jeu. LeBron, Harden, tous ces gars-là, c'est compliqué. Il y a avec Kawhi un côté parfois un peu KD où en fait tu peux l'insérer dans un groupe plus facilement. Et c'est moins Bolender. Et c'est moins Bolender. C'est un très bon Bolender, il a énormément progressé à ce sujet, mais tout à fait. Ça reste toujours pas son point fort et c'est comme ça, mais c'est moins il crée bien, mais pour lui-même et un peu moins pour les copains. Enfin. Et donc l'équipe est moins dépendante de sa création, ce qui est pas mal. Donc à la limite, si pendant 6 mois tu travailles et tu te retrouves dans une zone de play-in, mais au moins ça a bossé en interne. Il y a vraiment une bonne alchimie de groupe et que quand Kawhi revient, tu te dis putain les gars, yes là, on peut vraiment faire une dinguerie et on peut se surprendre. Je pense que limite c'est le meilleur scénario parce que si on se projette et que les Clippers sortent en demi-finale de conf là par exemple. Alors Kawhi n'a pas été là pendant 6 mois. On va rien dire. Pas dire grand-chose. On va rien dire. Ça dépendra de la manière, ça dépendra d'autres paramètres, ça dépendra de ce qui s'est passé exactement en régulière et tout. On dira rien. Par contre, on dira merde, tiens, encore une année dans le projet Clippers qui est un peu, tu vois, c'est dommageable. C'est toujours dommageable. C'est toujours dommageable. Maintenant, ils ont une blessure sur leur meilleur joueur. À un moment donné, tu vois, voilà, on a fait la preview des Nuggets il y a pas si longtemps. S'ils font un premier tour, c'est pas le même niveau, mais c'est quand même important. Ils ont la blessure de Jamal Murray, ça handicape forcément. Si tu fais un premier tour ou une demi et que tu sors, on aura une porte de sortie, une carte. Si par contre tu fais une grosse demi en effet avec la manière, ou une finale de conf, et que là t'as Kawhi qui est revenu un petit peu, putain, les promesses pour la saison suivante, elles vont être magnifiques. Ouais, ça va être bien. Ouais. C'est peut-être un peu ça le chemin à suivre. Ouais. S'il y en a un... Non, je vais le garder. Un quoi? Non, c'était... Ok. Littéralement. Allez, le Gérard. Oui, voilà. Littéralement, en fait. J'étais là à me dire, s'il y en a un qui sort du lot, du coup, ce serait qui? Allez, hop, le Gérard. On va faire ça? Ouais, allez, c'est parti. Bon, on va parler tout de suite dans le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex Backflip. Attends, il y a l'envers. Ouf, ça va. C'est tenu. C'est tenu. Nous sommes à Tabarly, c'est en Poitou-Charentes. Non, bien évidemment, nous sommes au Staples Center en attendant la future salle des Clippers et leur indépendance. Il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur LAC. C'est qui ton Gérard d'or, Alex? Terrence Mann. Il a crevé l'écran dans la série, notamment contre le Jazz. Et pas que l'écran. Il n'a pas que l'écran, ouais. Il a crevé la défense du Jazz aussi. Sur plusieurs matchs de play-off. Il va avoir 25 ans, je crois, là, alors que la saison va commencer. Il a montré des vrais signes de progrès offensifs et défensifs, des vrais signes d'intégration. C'est un vrai poste 2 qui peut jouer 3, enfin, qui se bat, qui a des vrais moyens athlétiques. C'est un vrai joueur intéressant, qui a montré qu'il pouvait donc être un bon role player sur lequel on peut compter et qui de temps en temps va dépasser largement son rôle, c'est-à-dire qu'en fait il va faire gagner un game 6 en playoff, hein, donc ça, forcément c'est vraiment bien. On vient de parler des mecs qui doivent step up, bah ouais, Terrence Mann, bah ouais gros, ah vas-y, je t'en prie. Terrence Mann là, la saison dernière, tiens bouge pas,
7 points de moyenne avec un peu plus de 3 rebonds. Oh bah tu as doublé. Hein. Eh, on n'a pas un candidat MIP là? En l'absence de Kawhi, avec le temps de jeu qu'il risque d'avoir, moi je te dis qu'on a un putain de candidat MIP. Oui, ouais, ça c'est sûr. Un vrai candidat. Dans des Clippers qui vont... On va voir parce que combien de matchs ils vont gagner, mais c'est quand même une équipe qui va quand même être sérieuse, faut pas déconner. Tu vois, donc qui va gagner des matchs. Si t'as un mec comme ça, 25 ans, en NBA depuis quoi... C'est quoi, c'est sa 3e saison, un truc comme ça, non 4e? Ouais, 3e. Ah oui, 3e, je suis bête, je l'ai là. Voilà. MIP, candidate, ouais. Monsieur Terrence Mann sera peut-être un peu juste sur certains aspects. Genre, c'est vrai que ces dernières années, les MIP ont eu tendance à devenir All-Star ou ce genre de choses. Tu vois, bon là, attention, je suis pas du tout en train de dire que Terrence Mann va devenir All-Star. Par contre, s'il passe de 7 points à 15 points de moyenne, je serai même pas surpris. S'il passe de 5, 6, 7 tirs à 12, 13, 14, 15 tirs régulièrement. Parce qu'en fait, dès qu'il est chaud, Paul George et Reggie Jackson, ils voient ça, et Nico Batum, ils voient ça, le mec est servi en ballon. Ouais. Et qu'en fait, dès qu'il est chaud, c'est quoi? Tu vas délaisser Reggie Jackson et Paul George? Non. Donc tu l'as un peu dans le cul. Terrence Mann, c'est compliqué, en fait, ça devient vraiment le facteur qui change beaucoup de choses du côté des Clippers. Et s'il y a bien un mec qui est dans la lignée et dans lequel les Clippers ont l'air de beaucoup croire, c'est Terrence Mann. Donc ouais, non, je pense qu'il va progresser, je pense qu'il va être celui qui va step up pour amener une grosse plus-value aux Clippers. Merci monsieur. Gérard. Vous pouvez aller écouter notamment sur le compte des Clippers les propos qui ont été tenus par Nico Batum sur Terrence Mann, qui est dithyrambique. Qui dit c'est que le début pour Terrence Mann, et Terrence Mann renvoie la balle en disant putain, je suis trop content d'avoir un vétéran comme ça, donc attention en effet au développement de T-Man, qui a d'ailleurs lâché des belles punchlines, qui a dit oui, selon les general managers, Terrence Mann pourrait être un des MIP cette saison, et lui il a répondu ouais les general managers ils m'ont laissé partir au second tour, ok. Elle est belle. Moi j'aime bien. Elle a bon mindset. Je n'ai pas envie d'être ici, Eric Bledsoe. Nous non plus. Eric Bledsoe. Phoenix et Milwaukee sont jamais aussi bien portés que sans Eric Bledsoe. Alors, depuis qu'il est passé aux Bucks et aux Suns, ils sont en finale NBA. Voilà. Les Pélicans seront finalistes la saison prochaine. Sachez-le. Très bonne nouvelle pour les Pélicans. Excellente nouvelle, Eric Bledsoe. Eric Bledsoe est malheureusement au centre de nombreuses punchlines depuis quelques mois / années. On sait même qu'à New Orleans, la saison dernière, il y a eu des systèmes de fin de match de Stan Van Gundy où Eric Bledsoe sortait de match et disait désolé, j'étais pas concentré. Et Eric Bledsoe c'est vrai, ceux qui ne l'avaient pas vu. La situation. Désolé, j'étais pas concentré. Ouais, je suis pas exécuté. Pardon. Désolé. Oui. Mais devant le micro en plus, c'est pas en off. C'est genre, les gars, désolé, j'étais pas concentré sur le système. Eric Bledsoe. Je pense qu'on a très vite attendu beaucoup de sa part parce qu'on était dans une équipe de Clippers où il y avait de la hype en backup de Chris Paul. Ou ensuite on l'a vu à Phoenix dans une équipe qui ne gagnait pas, mais il faisait des stats. Et tout, mini LeBron, il faisait des stats, etc. Spectaculaire et tout. Après, on a demandé à ce que ce soit le 3e meilleur joueur des Bucks, qui en fait ont compris que c'était plutôt Jrue Holiday en fait à l'avenir. Et pareil pour d'autres franchises, là notamment les Pélicans, qui en fait dans leur construction n'ont pas besoin d'un profil comme Eric Bledsoe, parce que t'as un pitbull en poste 4 qui pénètre et que t'as un ailier qui score. Je suis pas en train de dire en tant qu'avocat d'Eric Bledsoe qu'il a été au mauvais endroit au moment, parce qu'il a été lui aussi responsable de situations où ça n'allait pas du tout, mais aux Clippers, parfait. On ne te demande même pas d'être ultra contributeur offensivement. On te demande d'être très bon dans un aspect où tu peux être très bon, c'est défensivement. Il a 31 ans, il a la capacité juste d'être efficace et de rentrer dans ce qu'on a appelé le FC Renaissance, qui sont donc les Clippers, où on tend des bâtons et on tend des mains à des garçons qui ont envie de se refaire une image. Eric Bledsoe, qui soit juste sur un temps de jeu déjà qui est moindre, parce qu'il a tout le temps été, là sur ces dernières saisons, entre 27 et 35 minutes de jeu. S'il est à 25 très très bonnes minutes de jeu, avec de la bonne défense, où ça te fait chier, parce qu'en fait Eric Bledsoe maintenant il a de l'expérience en NBA, et il prend le meilleur guard adverse. Du coup on va regarder que ce soit le banc ou le spot de titulaire, et on va dire bon en fait ouais, t'as peut-être perdu Patrick Beverley, mais défensivement, qui est devenu le nouveau pitbull sur la ligne arrière, ça peut être Eric Bledsoe. Je pense pas qu'on doive l'attendre forcément à une réaugmentation offensive. Là il a chuté jusqu'à 12 points de moyenne, il est passé de 21, 17, 16, 15, 12 points de moyenne. Je ne demande pas à ce qu'il soit à 17, il peut être à 12 points de moyenne, mais je pense vraiment que pour ces Clippers qui ont besoin de faire une bonne saison, un joueur d'expérience,
à qui on ne demande pas monts et merveilles, et il va avoir des leaders autour de lui, parce que je suis désolé, c'était très sympa à New Orleans, mais c'est compliqué. C'est et pas à un leader, Phoenix à l'époque, et ce n'est pas un leader. Il a besoin de leaders autour de lui. Et donc là, tu as Nico, PG, même si on peut dire ce qu'on veut sur Marcus Morris et Reggie Jackson, il y a un cadre. Et je crois que c'est le cadre. On peut dire ce qu'on veut sur Marcus Morris, ouais. On peut dire ce qu'on veut sur Marcus Morris, mais je veux dire, même les gamins, quand t'entends les gamins parler juste de Marcus, bah c'est le taulier en fait, c'est le daron qui est là et qui met des tartes. Ça fait chier, mais il met des tartes. Et donc, je sais que ça peut être bizarre comme Gérard Dor, mais j'aimerais vraiment que Eric Bledsoe fasse une belle saison défensive avec un peu d'offense. Allez regarder taper Tyronn Lue et Eric Bledsoe. Il a envie de pas mal l'utiliser dans un registre qui est spécial, c'est grosse défense et tu pousses le tempo. Tu cours. T'agresses l'adversaire. Et je trouve ça hyper rassurant qu'il dise ça parce que c'est deux choses que peut faire Eric Bledsoe, j'y crois. Ah bah c'est clair que s'ils veulent en faire un spot-up shooter, ça va être plus compliqué. Bah c'est ce qu'on fait d'autres franchises et ça n'allait pas. # Mike Budenholzer. On va enchaîner ? Allez, on y va, on enchaîne. Peut-être la rubrique, l'une des rubriques les plus importantes de chaque preview. Exactement. Les pronostics. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostic. Vous le savez, dans cette section, on aime bien raconter l'avenir. Mais avant ça, prono. Prono. Magnifique fond bleu, tout de suite, qui apparaît, fait par les 11 pour nos amis de Paris en Sport. Paul George sera le meilleur rebondeur des Clippers, pas de la NBA. Des Clippers la saison prochaine, la cote elle est à 2,80 et elle est boostée à 3,40. Qui c'est qu'il y a comme autre rebondeur aux Clippers ? Zubac, pas énorme. Il n'y a pas Kawhi, donc c'est vrai qu'il va venir manger depuis les ailes. Après il y a Batum et Marcus Morris, ils aiment bien ça quand même, aller manger un petit peu de rebond, mais c'est vrai que Paul George peut être un bon gros glouton, surtout en l'absence de Kawhi où il va avoir quand même, je pense, des temps de jeu assez sérieux, forcément. J'aime bien. J'ai les chiffres. Si tu veux. Vas-y. Ivica, la dernière meilleur rebondeur des Clippers avec 7,2 rebonds de moyenne. Ouais. Paul George, il est à 6,6. Ouais, et puis c'est une histoire de temps de jeu aussi, beaucoup ça. Ouais. Donc, si jamais il prend l'envie à Tyronn Lue de faire péter pas mal de small ball, 2,80 boosté à 3,40, c'est vrai qu'elle a de la gueule. C'est vrai que c'est pas mal, c'est pendant 24 heures que vous pouvez en profiter, mais il y a quand même un disclaimer. Il y a un disclaimer, c'est que Paul George ou pas, il faut surtout ne jamais miser de l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Voilà, simple, efficace. Ça évite les mauvaises surprises. Soyez juste dans une vraie réflexion d'intelligence avant de faire des bêtises. # ne faites pas les bolos. J'ai un over-under. Il est à 45,5. C'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. J'avoue que ça s'appelle peut-être bien mettre dans le mille, ça. C'est peut-être bien dans le mille ? Ouais. Tu crois ? Eh bien écoute, je vais vérifier ça tout de suite. Est-ce que tu es prêt surtout ? Ouais, je suis prêt, ouais. Eh bien écoute, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Attention, tu vas pouvoir donner ton pronostic dans 3, 2, 1. Al-Farouq Kaminou ! 45 victoires cette saison pour les Clippers. Ça me les met 8e de l'Ouest. Faudra passer par le play-in. Je pense quand même qu'une saison régulière, pas entière, mais presque, sans Kawhi Leonard, ça va peser. Est-ce que Paul George peut être à fond tout le temps ? Est-ce que c'est souhaitable que Paul George soit à fond tout le temps ? Je suis pas sûr. Il faudra quand même gérer. L'objectif, c'est d'aller en play-off, comme on l'a dit, et d'être le plus compétitif possible à ce moment-là. Et à mon avis, ça va laisser des plumes en régulière par rapport à certaines équipes. 45 victoires, 8e. Le petit 34 secondes, pile poil. Ouais, non, 26 secondes. 26 secondes. C'est propre. Je suis fier. Je regarde où est-ce que je les ai mis dans le tableau. Allez, je vais essayer de faire aussi bien. C'est quasi similaire. Non, je rigole. 3, 2, 1, top chrono. 8e place, 46 victoires. Pour nos amis les Clippers cette saison, pas trop d'attente. Tranquille. Grosse saison attendue de Paul George. On fait confiance au développement de l'effectif. L'espèce de maisonnette autour de Tyronn Lue, moi j'y crois. Donc sur la régulière, on va développer les gens et équipe assez discrète. Surveiller le retour de Kawhi Leonard. Il peut faire la différence dès cette fin de saison. Attention, ça peut être la pire équipe à affronter le contre les playoffs. 46 victoires, 8e à l'Ouest. Pas mal. Petit play-in quoi. Dans le même range. Ouais. Bah, alors, clairement, personne n'a envie de les jouer. Le play-in avec Kawhi et Paul George. Personne n'a envie de les jouer. Compliqué. Le gros tableau ? Allez. Le gros tableau, et il y avait un gros trou à l'ouest, bah c'est rempli quoi. C'est pas mal, hein, Ouais. L'élite est en train de se dessiner, on rentre dans le Fab 5, dans le top 3, dans le numéro 1. Vous savez ce qui va se passer tout de suite, je vais vous faire plein de bisous, on va se retrouver demain pour une nouvelle preview. On est dans le dernier virage, et je vous laisse surtout avec l'indice d'Alex. L'indice c'est drama.